Dès aujourd'hui, réinvestissez votre acompte de réduction d'impôt sur un projet essentiel et qui prend de l'ampleur, TV Liberté. Dès aujourd'hui, réinvestissez sur une télévision libre, autonome, indépendante, sans filtre, qui ne dépend ni des oligarques, ni des partis, ni des lobbies, ni de l'État. Dès aujourd'hui, réinvestissez cet acompte pour obtenir un nouveau crédit d'impôt pour 2019. La presse d'information est aux ordres? Alors, soutenez la presse alternative en 2019, année de tous les changements. On m'a affirmé récemment que Benjamin Griveaux et Marlène Schiappa partageaient une passion en commun, qui était de collectionner les statuettes de grenouilles. Alors on ne sera pas étonné devant l'inculture de ces deux personnes qui préfèrent certainement contempler des batraciens en plâtre plutôt que de relire Eschyle, Maurras ou Marc Bloch. Nous, ici, nous sommes à Plus d'éléments, l'émission de la Revue des idées pour la civilisation européenne. Il peut nous arriver d'aimer les batraciens, mais nous aimons surtout interroger l'actualité, évoquer de grands auteurs. Et j'ai le plaisir donc d'animer cette émission à l'occasion de la sortie du 176e numéro de notre revue. Autour de moi, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Esric. Pascal Esric, vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la rédaction, excusez-moi, c'est notre ami François Bousquet qui est rédacteur en chef. Un nouveau venu qui est connu des téléspectateurs de TV Liberté, Rémi Soulier, qui collabore maintenant très régulièrement à Éléments. Avec grande joie, oui. Et merci Rémi d'être présent parmi nous pour la première fois, en tout cas dans l'émission Le Plus d'éléments. C'est vrai. Ensuite, quelqu'un de très connu par les téléspectateurs de TV Liberté, qui est notre cher Nicolas Gauthier, sociétaire de Bistro Liberté, auteur de plusieurs livres, journaliste de la presse, on va dire nationale. Voltairienne, voilà, puisque vous collaborez. Vous êtes un des cofondateurs, je crois, de Boulevard Voltaire. J'écris depuis le premier numéro, ça fera bientôt plus de 6 ans. Et ensuite, le critique cinéma d'Éléments, Ludovic Maubreuil. Je rappelle quand même que vous avez publié plusieurs livres, notamment le dernier, qui est un dialogue avec notre ami Michel Marmin. C'est ça. La République n'a pas besoin de savants. Alors, pour commencer, mes chers amis, je vais me tourner vers Pascal Esric pour nous présenter un peu le numéro. Je crois que c'est un numéro très riche. Oui, très riche. C'est un numéro... on a eu de la difficulté à faire la couverture et finalement, nous avons choisi de mettre à l'honneur à la fois les deux événements de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est-à-dire à la fois les Gilets jaunes et un dossier sur l'Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que pour la première fois, en tout cas dans l'histoire d'Éléments, une équipe de 7 personnes est allée sur place à Rome pour rencontrer, pour échanger, pour interroger tous les acteurs à la fois politiques, philosophiques, les écrivains, des cinéastes. Et donc, nous y sommes restés 5 jours sur place. On a enchaîné les rendez-vous. Et donc, les lecteurs pourront lire ce dossier qui est consacré, donc, qui est titré « Italie, laboratoire du populisme » et qui, je crois, est un dossier qui va faire date. Il y a plus d'une trentaine de pages consacrées exclusivement à ce grand chambardement italien qui va peut-être nous montrer la voie en France. Qui est au-delà de la droite et de la gauche. Au-delà de la droite et de la gauche, c'est ce qui nous a intéressés, bien évidemment. Donc on est allé voir le biographe de Matteo Salvini, qui s'appelle Antonio Rapisarda, qui est journaliste à Il Tempo. Nous sommes allés voir, bien évidemment, Marco Tarchi, qui est le chef de file de la Nuova Destra en Italie, qui est professeur
d'université à Florence. Et puis, nous sommes allés voir à la Casa Pound, qui est une expérience militante, politique, métapolitique, assez curieuse, en tout cas pour un esprit français. Et puis, David Lépée a fait un reportage au long cours. C'est aussi une première dans l'élément de travailler sur de travailler sur le reportage, de faire un reportage. Et David s'en est sorti plus que haut la main. C'est un reportage passionnant sur la Casa Pound, qui est donc à lire dans le dossier. Un dossier que vous recommandez à Marlène Schiappa, d'ailleurs, je crois. Ah oui, un dossier qu'on recommande à Marlène Schiappa. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a ces deux obsessions. Il y a l'obsession de l'Italie, et l'Italie qui pense mal, l'Italie qui lui fait peur, l'Italie de la puissance étrangère qui manipule les Gilets jaunes. Et parce que c'est le deuxième dossier d'éléments sur les Gilets jaunes, avec une étude magistrale de François Bousquet. C'est la raison pour laquelle on l'a mis en couverture, parce que véritablement, ces 6 pages, c'est une plongée sociologique des gilets, au pays des Gilets jaunes. Et je crois qu'il était... il était tout à fait indiqué pour le faire. Et puis, il y a effectivement d'autres... On va y revenir, puisque le but de cette émission est aussi de présenter Exactement. le numéro. Tout à fait. Alors, je vais me tourner maintenant vers notre ami Nicolas Gauthier. On va être un peu loin de l'Italie, quoique peut-être, vous nous direz qu'il y a peut-être des rapports entre un certain cinéma italien, une fraîcheur italienne qu'on trouve notamment dans l'œuvre de Dino Risi, et la personne avec qui vous vous êtes entretenu dans le dernier numéro d'Éléments, qui est Pascal Thomas. Est-ce que vous pourriez nous présenter Pascal Thomas brièvement et son œuvre ? Alors, Pascal Thomas est une exception française. Vous parlez de l'Italie, il est un fait que lui a toujours avoué un fort penchant pour l'Italie. Il était ami avec de nombreux cinéastes italiens. Il était assez lié avec Dino Risi. Cette particularité de Pascal Thomas, c'est dans une France qui est très centralisée, jacobine, très axée autour des grandes villes, Paris principalement. Le cinéma est très parisien. La nouvelle vague est une expression d'un certain cinéma parisien. Et Pascal Thomas, très tôt, avec son ami Roland Duval, qui était son professeur de lettres, ils ont suscité la création d'un cinéma éminemment provincial. Ça a commencé par une petite revue qui s'appelait VO. Je me permets de lire un court texte, parce qu'en automne 70, leur numéro 17, ils appellent ça numéro suicide, parce que ça ne se vend pas très bien, d'autant moins bien que la revue est gratuite. Et il y a ce petit appel en dernière page. Version originale, voix off ou vicinale ordinaire de l'actualité cinématographique. Revue provinciale gratuite, à contre-courant de la mode parisienne, publiée à Montargis, par quelques anachroniques plaisantins. VO disparaît de la circulation. Il n'est pas interdit à ces rares lecteurs d'aider ces rares rédacteurs à noyer leur chagrin en adressant caisses de champagne, Bordeaux, Beaujolais ou whisky à l'irresponsable de la publication. Signé Roland Duval, 28 avenue Chotan, à Montargis. Et donc, Roland Duval, c'est lui qui va fonder une maison de production qu'ils vont appeler les films du chef-lieu. Et Déjà tout un programme. Et Pascal Thomas m'expliquait les réunions devaient se faire à Montargis, parce que pour Roland Duval, quitter Montargis, c'était l'aventure. Donc l'œuvre de Pascal Thomas est assez singulière en France, parce qu'on peut dire que c'est le cinéaste, il le dit lui-même, des petites gens. Un de ses films, il a manqué de l'appeler Majorité silencieuse. C'est lui qui va filmer la campagne. Quasiment tous ces 5-6 premiers films sont tournés autour de Thouars, dans son Poitou natal. Il n'a pas son pareil pour filmer les champs de blé. Nombre d'acteurs sont des non-professionnels. Et il va chanter des choses aussi touchantes que l'amitié, l'amour conjugal. Je pense par exemple à Pleure pas la bouche pleine, qui est la première apparition de Bernard Ménez, dont il va faire une star, s'il y a vraiment une star populaire en France, c'est bien lui, et qui dépasse même le cadre du cinéma populaire, vu que Richard Millet vient de lui consacrer un essai assez brillant. Et le film type de Pascal Thomas, je pense que La bouche pleine est assez emblématique. Bernard Ménez incarne un playboy qui n'est pas tout à fait au point, et il va se retrouver
passer des vacances à la campagne. Il rencontre Jean Carmet, qui est un menuisier, avec son épouse. Et là, il y a une jeune fille qui a envie de perdre sa virginité, qui hésite entre deux garçons. Un rat des villes, un rat des champs. Et c'est le rat des villes, Bernard Ménez, qui finit par remporter le morceau au bout d'une scène de drague qui restera dans les annales, qui est assez extravagante. Donc voilà, Pascal Thomas, c'est quelqu'un qui filme à hauteur d'homme. Et c'est aussi, je vous interromps parce que c'est le sujet de l'entretien, c'est son œuvre, c'est un entretien un peu rétrospectif que vous avez fait, mais on découvre un Pascal Thomas qui pense, on va dire, de manière, j'aime pas ce terme de journaliste, un peu incorrect, qui pense mal, selon certains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très enraciné, qui aime filmer les petites gens, comme il dit, et quand on parle de petites gens, c'est absolument pas péjoratif, bien au contraire. Et oui, et à son corps défendant, il s'est retrouvé marginalisé parce que seul cinéaste authentiquement provincial dans un monde qui est très parisien, quoi. En plus, il fait un cinéma qui est très très écrit. Il m'a raconté qu'un de ses grands succès, c'est la Dilettante avec Catherine Fro. On lui dit, mais ton film, c'est une carte vermeille. Il dit, pourquoi une carte vermeille? Parce que c'est trop bien écrit. Et lui, effectivement, quand je parlais de ce film, Pleure pas la bouche pleine, Jean Carmet, qui est un simple menuisier, qui boit des coups avec le curé du village, toute une France qui a un petit peu disparu, oui, il s'exprime dans un français simple, mais parfait. On est loin de Sarkozy ou de Marlène Schiappa, que vous évoquiez à l'instant. Et donc, oui, effectivement, il est unique en son genre, mais d'un autre côté, il y a une chose à remarquer, effectivement, on en parlait en fin d'entretien, il y a quand même un certain renouveau de ce cinéma-là, avec des films comme Petit Paysan, comme Normandie nue. On se rend compte aussi, on commence à se rendre compte à nouveau que la France ne tourne pas autour de Paris. En ce sens, on boucle la boucle, parce que parmi les grands succès historiques du cinéma français, je pense à la trilogie de Pagnol. Il n'y a pas plus enraciné que ça, et c'est justement parce que c'est enraciné que c'est un film à vocation universelle. Moi, j'ai découvert la trilogie de Pagnol, pas au cinéma à Marseille, mais sur le campus de UCLA à Los Angeles. Alors qu'en France, depuis belle lurette, on ne le passait plus sur le grand écran. Alors merci, cher Nicolas Gauthier, pour cette évocation d'un cinéaste du pays réel, pour parler comme Benjamin Griveaux, on pourrait dire. Mais là, on va très loin du pays réel français, en tout cas, avec notre ami Ludovic Maubreuil, et peut-être d'ailleurs très loin des goûts en matière de cinéma de Marlène Schiappa, puisqu'il s'agit d'un cinéaste japonais qui s'appelle Miyazaki. Pour tout vous dire, je ne connaissais pas Miyazaki. Est-ce que vous pourriez le présenter? Alors le nom me dit quelque chose, mais enfin... Oui, mais c'est ça en fait, Élément, elle a toujours eu c'est une revue qui a toujours eu cette position-là, c'est-à-dire de défendre les cinématographies singulières, qui ne suivent pas l'idéologie en vogue, les sermons à la mode. Donc un certain cinéma français, de Pascal Thomas jusqu'à Cheyenne Caron, mais aussi des cinématographies extra-européennes. On se rappelle de l'article célèbre à la fin des années 70 ou au milieu des années 80. Le cinéma zoulou. Voilà, Vive le cinéma zoulou de Michel Marmin, c'est-à-dire des cinématographies qui essayent de résister à la colonisation de l'imaginaire, qui ont une identité culturelle forte. Et voilà pourquoi il y a à la fois l'éloge de Pascal Thomas et celui de Miyazaki dans ce même numéro, parce que c'est un cinéma qui reste très japonais finalement, dans sa manière de mener le récit, dans sa manière de conduire plusieurs narrations en même temps, de façon souvent labyrinthique, dans sa manière de résister au manichéisme, et aussi de proposer une vision païenne du monde, des lieux, des animaux, des objets, ce qui est un autre lien avec la revue, évidemment. D'autant qu'à travers son animisme ou son shintoïsme, le cinéma de Miyazaki, il envoie des passerelles vers le paganisme européen. C'est ce que j'allais dire, c'est que le Japon a ce site particulier, c'est que c'est à la fois l'altérité absolue, mais nous renvoie à certaines vertus ou valeurs, j'aime pas ce terme de valeur, mais à certaines vertus, à certains principes très européens. Quand on regarde les films de Kurosawa ou de Mizoguchi, c'est quelque chose qui parle aussi à l'âme européenne. Voilà, tout à fait. Dans Pogno sur la falaise, par exemple, un de ces films, l'héroïne, elle s'appelle Brunehilde. Dans Princesse Mononoke, le jeune Ashitaka, il a des liens avec le héros irlandais Grulen, etc. On peut trouver comme ça des tas de liens. Dans le château ambulant, par exemple, c'est l'Isba de Baba Yaga dans le folklore russe. Donc voilà, ça fait 40 ans tout juste qu'il a sorti son premier long métrage, le château de Cagliostro. Donc c'était l'occasion d'en parler. Encore un lien, avec l'univers de Maurice Leblanc. Oui, c'est Arsène Lupin, on voulait dire, effectivement, comme passerelle entre les cultures.
Donc voilà pourquoi on en parle. Mais il faut toujours parler de l'Asie. Nous sommes la revue pour la civilisation européenne, des idées pour la civilisation européenne, de l'esthétique européenne aussi, parce qu'il n'y a pas que les idées dans notre revue, il y a aussi la beauté, le vrai, le beau, le bien. Et puis on ne va pas citer la phrase de Vénère, que tout le monde connaît par cœur. Mais d'ailleurs, quelqu'un qui était un ami du beau, du vrai et du bien, mon cher Rémi, et qui avait une certaine fascination pour l'Asie. Alors plutôt pour l'Asie centrale, vous allez parler du cher et du grand Gobineau. Le grand Arthur de Gobineau, effectivement, le lien là, entre l'Asie et l'Europe est tout à fait évident aussi, puisque Gobineau était quelqu'un à la fois de très français, de très européen, qui a beaucoup voyagé, mais qui avait une vraie fascination pour le monde asiatique, et pour la Perse en particulier. Donc quelqu'un qui était philologue, enfin qui a appris les langues d'Asie en grand nombre, et qui était surtout écrivain, bien sûr, et un écrivain magnifique, très rare, hein, un écrivain rare, et à tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui il est très peu connu, ou en tout cas s'il est connu, c'est uniquement parce qu'il est l'auteur du fameux essai sur l'inégalité des races humaines, que peu de gens ont lu, hélas. Et que peu de gens ont compris. Et ont compris, alors qu'il s'agit d'un chant poétique et d'un chant littéraire extrêmement beau, à certains égards très désespéré aussi, une belle méditation sur la disparition des civilisations, qui s'inscrit dans toute une lignée, d'ailleurs, au terme de laquelle on pourra retrouver un Spengler, par exemple, mais c'est de cet ordre-là. Donc Gobineau est un écrivain, un poète, c'est un homme qui a beaucoup... un ami de Tocqueville, un ami de Wagner, un voyageur, je l'ai dit, un pèlerin, et puis un prosateur aussi, hors pair, hors l'essai sur l'inégalité des races humaines. Il a publié en particulier un roman qui s'appelle Les Pléiades, dans lequel il tempère un peu son pessimisme foncier par les fils de roi, par les calenders, où il oppose les brutes, les drôles d'une part, aux calenders et aux fils de roi, espérant qu'en effet, dans chaque génération qui survient, des êtres échappent un peu à ce qu'il appelait le marécage humain. Cette idée et cette pratique, aujourd'hui, une espèce de chaos et de mélange qui passe pour le nec plus ultra de la vertu, y compris de la vertu politique, alors que c'est évidemment l'accumulation chaotique, c'est le cas de le dire, de désordre cumulé, et donc de laideur. Gobineau est un homme de l'ordre, c'est un ordre de l'ordre cosmique aussi bien, puisqu'on parlait de certaines lignes de force de la revue Éléments, et Gobineau entre tout à fait dans ce registre-là. C'est quelqu'un qui était assez solitaire aussi. Alors il a mené une carrière de diplomate, certes, mais toujours en marge. Enfin, il n'a jamais été carriériste, il n'a jamais cherché à maintenir ou à se maintenir dans des postes de pouvoir, mais c'était véritablement, je crois que c'est la poésie qui a très largement dominé son œuvre, son tempérament. Et donc j'en parle dans le prochain numéro de la revue Éléments, à l'occasion de la parution d'une biographie on va la montrer à nos spectateurs, qui lui a été consacrée dans l'excellente collection Qui suis-je aux éditions Pardès, par Jacques Bressler. Toujours pas conformément à l'esprit de la collection. Elle est aussi très joliment, enfin ce volume est très joliment illustré. On trouve un certain nombre de tableaux, de photographies, de reproductions. Et on parcourt la vie de Gobineau d'une manière très méthodique et en même temps très profonde. Mais merci, cher Rémi. Il faut toujours évoquer Gobineau. Il faut remarquer quand même qu'on peut toujours encore trouver ses œuvres, notamment au livre de poche. Je pense aux merveilleuses Nouvelles Asiatiques qui ont été rééditées récemment. Et je signale qu'il est toujours disponible, son œuvre est toujours disponible en 3 volumes dans la collection La Pléiade chez Gallimard. C'est bien à noter. Maintenant, nous allons passer, ça aurait pu être un coup de cœur d'ailleurs, oui. Nous allons passer à notre série des coups de cœur et des coups de gueule. Y aura-t-il plus de coups de cœur que de coups de gueule? Je n'en sais rien. Qui veut commencer? Peut-être on commence par le premier qui a parlé. Pascal Esric, est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Alors moi, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour ce livre de Michel Marmin. Nestor Burma rencontre l'Aristo. Nestor Burma rencontre l'Aristo. Donc c'est une réflexion sur les deux maîtres fondateurs du roman policier, c'est-à-dire Léo Mallet d'un côté et André Héléna. Autant Léo Mallet est aujourd'hui très connu, et son héros, Nestor Burma, est très connu, autant André Héléna, lui, il est beaucoup moins. Donc le livre suit les deux auteurs. Il faut noter que Michel Marmin était un intime de Léo Mallet, puisque c'est Léo Mallet qui lui a confié son journal secret, qu'il a édité après sa mort. Donc il y a un certain nombre d'inédits
à l'intérieur, d'inédits de Léo Mallet, des photos, des lettres, une partie de la correspondance. Malheureusement, pas toutes. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus. Et puis, donc, Michel Marmin a pris André Héléna comme le double de Léo Mallet, et donc il va étudier. Il en ressort en fait que André Héléna est assez... enfin, bien sûr, il veut le remettre au goût du jour. Bien sûr, il veut mettre un coup de projecteur sur André Héléna. Il en ressort un auteur très prolifique. Il a fait 200 romans, mais très intéressant, pour qui sait le lire, aussi très joyeux, alors qu'il avait la réputation d'être l'écrivain noir. Quoi. Voilà. Merci, cher Pascal, pour ce livre de Michel Marmin, où Nestor Burma rencontre l'Aristo, sur André Héléna et Léo Mallet. Nicolas Gauthier, vous avez un coup de cœur de cinéma encore, je crois. Et puis, pour vous faire plaisir, on va rester en Italie. Alors, le coup de cœur général, c'est pour les remarquables éditions du Chat qui fume, qui poursuivent un travail de réédition des pépites du cinéma européen de série B. Et le premier, c'est Samba Bila, un crime inutile. Alors là, cette particularité, c'est qu'on voit ça qu'en Italie d'ailleurs, c'est que le cinéaste Carlo Lisani était un militant communiste engagé. Et il fait un film, ça se passe pour les années de plomb, sur les jeunes du MSI. C'est inspiré d'un fait divers où des gens du MSI vont tuer quelqu'un sans vraiment le faire exprès. Il y a tout un enchaînement. Et c'est là où on voit la subtilité de l'âme italienne, c'est qu'il n'y a aucun manichéisme. Il met également en scène le pendant d'extrême gauche, sachant que les deux sont manipulés par les mêmes policiers. Et donc c'est vraiment, si on veut s'imprégner de ce qu'a pu être cette époque-là, je crois que c'est vraiment un film étonnant. Il faut vraiment que ce soit un communiste qui fasse quelque chose de si... Un communiste italien. Italien. Dans la même ligne, c'est de Mario Imperioli, comme des chiens enragés, ça se passe dans la même période. Alors, quand j'ai vu le film, je dis tiens, ce Mario Imperioli, plutôt un autre communiste, parce qu'effectivement, c'est la dérive d'enfants de jeunes familles qui tuent pour le plaisir, c'est une espèce de fuite, comme on le verra après, en beaucoup moins bien chez les Américains, avec les films d'Oliver Stone. Et finalement, non, c'est un film de droite. Enfin, le metteur en scène est de droite, et dans les bonus, je vous explique qu'il était très à droite, mais très préoccupé par la question sociale. Donc on peut dire sans trop s'avancer que c'était un fasciste au sens noble du terme. Donc voilà, c'est vraiment à voir, à commander aux éditions du Chat qui fume. Les copies sont absolument magnifiques, c'est un travail d'artisan, bravo. Merci Nicolas Gauthier. Le Chat qui fume, une maison à retenir, je crois. Voilà. Et comme j'aime les chats et j'aime fumer, c'est parfait. C'est parfait. Ludovic Maubreuil, un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Alors, sans grande originalité sans doute, mais pour Michel Houellebecq. Très bien. Pas pour Sérotonine, parce que je ne suis qu'aux premières pages de ce nouveau roman, mais pour l'ensemble de son œuvre, puisque à cette occasion... Et notamment pour sa poésie. Notamment pour sa la poésie. poursuite du bonheur. Du coup, j'ai relu son œuvre et même lu certaines parties que je n'avais jamais lues. Et c'est vrai que j'ai 2 quatrains là, à vous lire de sa poésie. Dites-le. Voilà. Qui reflète bien ce que je veux dire. Nous voulons retourner dans l'ancienne demeure où nos pères ont vécu sous l'aile d'un archange. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à la dernière heure. Nous voulons quelque chose comme une fidélité, comme un enlacement de douce dépendance, quelque chose qui dépasse et contienne l'existence. Nous ne pouvons plus vivre loin de l'éternité. Voilà. Magistral, ça ressemble presque à du Peggy. Ça me réconcilie avec Houellebecq, je ne supporte pas. Mais vous ferez un coup de gueule contre... J'ai beaucoup péché, mon père. Vous ferez un coup de gueule contre Houellebecq un jour, mon cher Nicolas. Rémi Soulier, un coup de cœur, je crois. Oui, un coup de cœur également. On va rester dans le registre poétique, puisque les éditions de Fallois ont réédité, il y a quelques mois, une très très belle traduction des Bucoliques de Virgile par Marcel Pagnol. On en parlait à l'instant de Pagnol. Absolument, c'était pas prévu, mais on se rejoigne autour de Pagnol spécifiquement dans cette émission. C'est une traduction qui est très très belle, qui est en alexandrin rimé. Et Paul Valéry, qui s'était attaqué à la traduction des Bucoliques de Virgile, avait toujours renoncé à faire une traduction rimée. Il disait qu'il me faudrait 100 ans si je m'y lançais. Pagnol l'a écrite, l'a composée. C'est tout à fait admirable. Le livre s'ouvre par une préface de Marcel Pagnol où il évoque son frère Paul, qui était chevrier sur le Garlaban, dans les montagnes de Provence, et à travers Paul, son frère chevrier, et l'harmonica dont il jouait, Pagnol explique que l'harmonica est un lointain
souvenir de la flûte de Pan, et il dit avec beaucoup de tendresse, d'émotion, à quel point, avec son frère, il a pu toucher du doigt le monde de Virgile, qui était encore présent à ce moment-là. Et qui a disparu dans les années 60. Et qui a disparu. Et je précise également que cette édition est très très belle. Elle est également enrichie par un certain nombre de reproductions de tableaux, de gravures, et d'une étude sur la pastorale, sur le genre littéraire de la pastorale en général. Voilà. Merci Rémi, Virgile. Voilà un bon conseil de lecture. Il faut toujours revenir quand même aux classiques. Il y a certains classiques qui ne sont pas des classiques morts. C'est pas un musée, Virgile, hein. C'est toujours un palais dans lequel on peut se nourrir et fêter la langue. Aujourd'hui, comme ça avait été filmé hier. Hein. Exactement. Moi, je vais passer maintenant, parce qu'il faut garder du temps ensuite pour notre dernier épisode. Je vais faire un coup de cœur, pas un coup de gueule, pour notre ami Stephen Simpson, qui est un écrivain américain à Paris, avec lequel je me suis entretenu dans le dernier numéro d'Éléments, qui a consacré notamment un très beau texte, très beau livre à Philippe Roth, sans doute le livre de référence, et qui est un personnage aussi charmant qu'intelligent, aussi ironique. On retrouve d'ailleurs chez Stephen, je trouve un peu à la fois l'esprit de Woody Allen et l'ironie mordante de certains livres de Stephen Roth, donc c'est de Philippe Roth, pardon. Donc mon coup de cœur, c'est pour Stephen Simpson, que je salue s'il nous écoute. Voilà, un écrivain et un personnage à découvrir dans le prochain numéro d'Éléments, puisqu'il nous a donné son entretien. Oui, chers amis, nous allons maintenant passer au dernier moment de notre émission, à la dernière partie, c'était le grand entretien, et cette fois avec, j'ai qu'à me tourner à ma gauche, Rémi Soulier, qui vient de publier chez Pierre-Guillaume Deroux Racination. Alors, il y aura peut-être déjà des explications sur le titre. Racination. Oui, c'est un mot c'est un néologisme évidemment, qui vient de Charles Péguy. C'est Péguy qui utilise ce mot-là dans un de ses textes en prose. Il utilise aussi le verbe raciner dans sa poésie. Et c'était une façon pour moi d'insister évidemment sur ce qui constitue la trame de cet essai, c'est-à-dire la question de l'enracinement, mais d'y insister sur d'une manière un peu particulière, c'est-à-dire d'emblée, à travers ce néologisme, en orientant le lecteur éventuel vers cette idée que l'enracinement et la racination passent également par le texte, par la page, par la littérature en fait. Et Dieu sait que si votre livre d'ailleurs est à la fois un essai qu'on peut qualifier de philosophique, un essai qui sous certains aspects touche à la politique, mais qui est aussi un essai poétique, puisque vous ne coupez pas la réflexion que vous avez sur le destin de l'Europe, sur la question identitaire, mais on verra peut-être d'ailleurs que vous n'aimez pas ce terme d'identité, avec la question poétique. Alors d'abord, pourquoi n'aimez-vous pas ce terme? Vous opposez enracinement et identité. Ça peut étonner nos téléspectateurs. Oui, alors c'est une nuance que j'opère. En effet, le terme d'identité me gênait un peu parce qu'il est très connoté philosophiquement. L'identité, c'est l'identité d'un sujet avec lui-même, point final. L'identité peut avoir quelque chose de clos, de fermé, c'est un peu comme une monade qui est sans fenêtre et qui est autonome. Le terme d'enracinement avait donc c'est une version un peu trop, possiblement sclérosante, disons, possiblement, dans l'optique qu'il a mienne, donc qui est littéraire et philosophique, comme vous l'avez dit, et qui est aussi politique. En revanche, le terme d'enracinement, ou le terme de racination, ou d'enracination, après tout, poursuivons dans ce registre-là, lui a le mérite d'être implanté dans la chair du réel, dans la chair du monde, dans ce que le réel peut avoir à la fois de charnel, de spirituel, de temporel, d'éternel, pour continuer à parler le langage de Péguy. Et donc il y a dans la racination, outre d'ailleurs qu'elle fait entendre, que ce mot-là fait entendre la race, la nation, la grâce, éventuellement, c'est un mot très riche, c'est un mot de poète, donc c'est un mot qui ne peut qu'être d'une grande richesse, c'est un mot qui me permet de faire valoir une certaine forme d'organicité. Voilà. Et l'organicité, c'est évidemment la vie, y compris avec un V majuscule, pourquoi pas, avec ce qu'elle comporte d'irréductible au concept. Le concept peut avoir peut présenter le risque de figer la vie dans un moment de son développement, de sa constitution. Mais la vie, je crois, c'est un peu l'élan vital bergsonien aussi. Bergson était bien sûr une grande admiration de Péguy. La vie, elle, n'est pas conceptualisable jamais. Elle excède toujours. Elle est dans la profusion, elle est dans la richesse, elle est dans une espèce de flamme permanente et qui est précisément insaisissable par le concept, alors qu'elle est saisissable, je l'espère en tout cas. C'est ce que j'essaie de montrer, pas de démontrer, mais de montrer dans Racination. Elle est perceptible par la littérature. C'est-à-dire que la littérature, la poésie permettent, ne serait-ce que par le chant,
de saisir ce que la vie a de profus et d'infini et d'infiniment ouvert. Non pas au sens des modernes, évidemment, mais au sens de cette organicité quasiment cosmique. Alors Péguy, on revient toujours à Péguy, puisque d'ailleurs vous avez publié un livre sur Charles Péguy il y a quelques années, Oui. Péguy de combat. Oui. Péguy disait qu'il préférait les fatras vivants aux ordres morts. C'est exactement ça. À propos de la mort, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est proche de ce que peut dire Péguy, c'est T.S. Eliot qui parlait des hommes creux, des hommes vidés de toute substance. Alors ces hommes creux sont évidemment vos ennemis. Oui. Quels sont vos ennemis d'ailleurs, cher Rémi? Vous êtes un peu schmittien, donc vous savez qu'il faut toujours désigner des ennemis. Oui, les ennemis, j'en ai beaucoup. Si je devais les fédérer, enfin j'en ai beaucoup, si je devais les fédérer, en tout cas dans l'ordre intellectuel, je dirais que sont des ennemis pour moi tous ceux qui considèrent notre bel aujourd'hui comme le nec plus ultra de l'organisation sociale et politique des hommes. Voilà. Je suis résolument opposé à cette vision des choses-là. Je me situe dans une perspective que l'on pourrait dire, là encore, de manière un peu schématique, un peu rapide, mais une perspective anti-moderne. C'est-à-dire que toutes les idoles qui nous sont présentées comme des valeurs, et des valeurs quasi absolues, avec le caractère presque de fétiche, qu'elles peuvent, et religieux, donc, et magique, au sens négatif, là encore, qu'elles peuvent avoir dans l'esprit de leurs promoteurs, toutes ces idoles-là sont pour moi négatives. Donc je me bats pour toute autre chose, et je me bats évidemment contre la modernité, donc pour la tradition, c'est-à-dire pour une certaine idée de la tradition qui n'a rien de figé, qui n'a rien de mort, parce que la tradition qui est correctement vécue et pensée, c'est un ordre vivant, ce n'est pas un ordre mort, puisqu'on est du côté de l'organique, on est du côté de la vie, alors que les modernes sont du côté du mécanique. Ils sont, pour reprendre là encore une répartition tout à fait classique, ils sont du côté du mécanique, c'est-à-dire du côté du juridique, du côté du contrat, du côté des ordres morts, du côté des reconnaissances de dettes, comme si on avait besoin d'un papier pour reconnaître une dette. Ils nient d'ailleurs foncièrement toute idée de dette. Ils estiment que les modernes, tout leur est dû, mais qu'eux ne doivent rien, alors que c'est évidemment l'inverse. Et ils font signer malgré tout des reconnaissances de dette réduites à leur aspect fiduciaire, ce qui est une monstruosité. Là, vous avez deviné vos ennemis et les idées que vous n'aimez pas, les abstractions, oui. les ordres morts. Oui. Mais votre livre n'est pas seulement un livre de combat, c'est aussi un livre de louanges, oui. où vous avouez, et de reconnaissance. Oui, de gratitude. De gratitude, oui. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Gratitude, gratitude à vos ancêtres. Il y a une page du livre où vous d'ailleurs citez les noms de la filiation. Oui, je cite effectivement une généalogie, en l'occurrence qui est la mienne, hein, du côté à la fois paternel-maternel, pour illustrer par l'exemple, en quelque sorte, la réalité, toujours vivante, toujours vécue de l'enracinement. Et comme il se trouve que je suis originaire d'une province rouerga, en l'occurrence le Rouergue, du sud de la France, province occitane, dans laquelle ont vécu mes pères depuis toujours, autant que l'on puisse s'en rendre compte, c'est une manière pour moi d'illustrer cette façon de vivre, cette façon d'être, et de garder une mémoire vive de ce que je suis et de ceux, au pluriel, qui m'ont constitué et qui continuent à me tenir. Oui, Pascal. Rémi, est-ce que c'était une manière de répondre à votre fille qui, sortant de l'école, vient vous dire je n'ai pas de racines, je ne suis rien, je n'ai pas d'origine, je suis la seule à ne pas avoir d'origine. C'est très étrange, effectivement, c'est le début du livre de racination. On peut dire que c'est le deuxième début en quelque sorte, parce que le tempo de l'ouvrage m'a été donné par le nom racination, par le mot de Péguy lui-même, mais effectivement c'est un point de départ de la réflexion, qui est la question de l'origine en effet. Et ma fille un jour revient de l'école, elle était en ce moment-là au collège, et pourtant c'est dans un endroit qui est tout à fait qui n'est pas particulièrement atteint par tous les maux que l'on connaît par ailleurs, mais elle s'est étonnée de ne pas avoir d'origine. Elle me dit je suis l'une des rares à ne pas avoir des origines, même au pluriel. Et je lui ai expliqué évidemment ce qu'était l'origine, et je suis remonté à l'origine de l'origine, c'est-à-dire à l'arché grec, au commencement qui est un commandement, et je lui ai dit pas du tout, toi aussi tu as des origines, toi aussi tu es dans l'originel, et je lui ai expliqué en quoi. Mais c'est quand même un paradoxe extraordinairement fou de penser qu'une jeune élève, aujourd'hui en France, puisse revenir en s'interrogeant sur son absence supposée d'origine, tous les autres en étant pourvus, sauf elle, ce qui est un comble. Voilà, c'est une des grandes perversions mentales et politiques de notre temps, bien sûr. Vous parlez du Rouergue, et Dieu sait s'il apparaît dans votre livre, mais votre Rouergue a des frontières très extensives, puisque c'est un Rouergue qui touche à la Rome antique,
à l'Europe germanique, Oui. il est question au romantisme allemand, il est question de Novalis, de Schlegel, etc., Oui, bien sûr. et de ces fameux conteurs Tout à fait. du romantisme allemand qui Ouais. sont importants. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce Rouergue essentiel, en quelque sorte? Oui, Parce oui, que oui. le Rouergue, C'est- au fond, c'est l'Europe pour vous. Alors c'est au sens où Vialat avait une très bonne définition de l'Auvergne. Pour le coup, il avait parlé de l'Auvergne absolue. Et dans Racination, j'espère mettre en scène aussi d'une certaine façon le Rouergue absolu. Et du seul fait qu'il soit précisément en absolu, il permet d'atteindre en effet aussi bien en profondeur qu'en hauteur une géographie qui excède ses propres limites géographiques. Et effectivement, le fait qu'il s'agisse du Midi en général, donc de la Languedoc, puisque j'évoque aussi des écrivains de Languedoc, donc des gens de Provence. Par la Provence, on atteint forcément la Grèce, la lumière grecque. La Provence, une fois qu'on a capté la lumière grecque de la Provence à travers Joseph Darbo et la Bête du Vaccarès, en l'occurrence, dont je propose une lecture. Si on saisit la Provence, on saisit Heidegger qui vient au Thor, il vient au séminaire du Thor à l'invitation de René Char. Donc, saisissant Heidegger, qui lui-même avait ô combien saisi la Grèce et ô combien considéré qu'il fallait commencer à repenser à partir de la Grèce et de la situation analogiquement dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais qui a été celle que les Grecs ont connue, dès lors que l'on saisit Heidegger et la métaphysique et l'histoire de la métaphysique, effectivement, on saisit tout un pan de l'histoire de l'Europe et de l'histoire même au-delà de l'histoire du monde, effectivement. Puisque je vais encore un peu plus loin, on parlait tout à l'heure du shintoïsme ou du chamanisme également, et de cet univers-là, mais avec la Bête du Vaccarès, par exemple, de Darbo, on est en plein, on est dans ce merveilleux-là. Et ce merveilleux-là, bien entendu, dessine une géographie européenne qui n'est pas étroitement limitée à des déterminations juridiques ou administratives, mais qui est une véritable géographie de l'esprit. Votre Europe n'est pas celle des États-nations, en quelque sorte. En tout cas, les États-nations sont un fait, sont une réalité, mais je crois que, évidemment, la civilisation européenne comme ensemble est une réalité tout aussi intense. Et sans doute va-t-elle l'être de plus en plus, compte tenu de l'état dans lequel sont les États-nations, c'est-à-dire en voie de disparition quasiment. Puisqu'ils sont l'objet de plusieurs assauts répétés de diverses engences. Alors, cher Rémi, nous arrivons à la fin de cet entretien. Il nous reste très peu de temps. Merci encore d'avoir évoqué Racination. Je crois que vous préparez encore des livres sur le même sujet. Je vais essayer de poursuivre cette réflexion-là de manière un peu différente, mais toujours dans cette veine à la fois littéraire et philosophique et politique également. Mais effectivement, le projet est en cours. Merci à vous, cher Rémi. Merci Pascal. Merci Ludovic. Merci Nicolas. Je vous retrouve prochainement, pas tout à fait prochainement, d'ici 2 mois. Et nous parlerons peut-être du prochain numéro d'Éléments et pas des batraciens en porcelaine si chers à Marlène Schiappa et à Benjamin Griveaux. Merci à vous, au revoir.